me voit, donc je voulais dire bonjour à tout le monde. Merci d'être là. On s'excuse pour le retard. On n'a pas su gérer le temps. On était là depuis 17 h. On n'a pas su à quel moment venir. Et puis on a eu des bouchons qu'on n'attendait pas. Donc vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Donc nous sommes là pour parler de choses éminemment importantes. Nous parlons de nos pays. Nous parlons de leur gestion. Nous parlons, on a beaucoup parlé des présidents, des dictateurs. Mais nous sommes aussi en train de parler de démocratie. Et quand on parle de démocratie, en fait, on parle d'abord d'un peuple. On parle du peuple. Je fais partie d'une coalition internationale qui s'appelle Tournons la page. C'est une coalition qui milite pour l'alternance démocratique au pouvoir en Afrique, particulièrement. Vous avez certainement entendu parler du ballet citoyen au Burkina Faso. Ils sont membres de Tournons la page. Il y a plusieurs mouvements comme ça. Il y en a marre au Sénégal, Tournons la page. Et donc, depuis des années, nous travaillons pour arriver à l'alternance démocratique. Et j'ai pu mener une certaine réflexion par rapport à cela. Je me suis rendu compte que quand on parle de la définition même de la démocratie, c'est le pouvoir détenu ou contrôlé par le peuple. Le peuple est au centre de la démocratie. Mais on se rend compte qu'en réalité, ce qui se passe dans nos pays, c'est que le peuple est une véritable abstraction. Le peuple n'existe pas. On a des personnes qui sont au pouvoir. Elles sont arrivées là. Si on remonte un peu sur un plan historique, nous venons de la colonisation. Et les présidents que nous avons eus étaient la continuité de la colonisation. Ils n'étaient pas là dans un premier temps pour le bien-être des populations. Ils étaient là pour assurer la continuité du système qui profitait aux colons. Et nous avons hérité de cela. Mais malheureusement, à un moment donné, on ne peut pas toujours accuser la colonisation parce que nous avons eu des personnes qui ont été à l'école, qui se sont appropriées les institutions chez nous, mais qui malheureusement, qu'est-ce qu'elles ont fait de ces institutions? Qu'est-ce qu'elles en ont fait? Quand on regarde les fondements de la démocratie, on nous dit qu'il y a la liberté des individus, la règle de la majorité, il faut des institutions, des pouvoirs séparés, législatifs, exécutifs, judiciaires. On nous parle de consulter le peuple par des élections, par des référendums. On nous parle de la pluralité des partis politiques, de l'indépendance de la justice. Franchement, en apparence, le Gabon a tout ça. On a une cour constitutionnelle, on a tout ça. Est-ce que pour autant le Gabon est un État démocratique? Et c'est là qu'on voit un peu le double langage de certaines personnes de la communauté internationale qui est un peu horripilant parce que ils disent oui, référez-vous à votre cour constitutionnelle. C'est une institution. Mais on y est allé, mais on sait très bien que cette cour ne dit pas le droit. Et on se rend compte que le cas du Gabon, c'est un échec cuisant et un simulacre des institutions démocratiques et républicaines. Nous vivons dans un simulacre permanent. Tout est fait dans les apparences. Pendant des années, les rapports rédigés sur le Gabon étaient à chaque fois falsifiés. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, le Gabon a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF. Le Gabon a ratifié la CEDEF en 1981. Et après la ratification de la CEDEF, normalement, au bout de 5 ans, il faut, enfin, quand on a ratifié une convention, quelle qu'elle soit, au bout de 5 ans, tous les 5 ans, il faut faire un rapport pour rendre compte aux Nations Unies de la mise en œuvre de cette convention. Sur la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, au moment où le premier rapport sur la mise en œuvre de la CEDEF a été rédigé et envoyé aux Nations Unies, lorsque le rapport est arrivé auprès de l'ambassadeur du Gabon aux Nations Unies, il a récupéré le rapport et il a réécrit un rapport dans son bureau. Et dans ce rapport, la condition de la femme gabonaise était la meilleure dans le meilleur des mondes. Il n'y avait aucun problème. Alors qu'aujourd'hui, même encore, il y a quelques années, nous avions réalisé l'étude socio-juridique du statut de la femme gabonaise. Quand on compare le code civil gabonais, le code pénal, même le code du travail, il y a encore énormément de discrimination à l'égard des femmes. Énormément. Une jeune fille peut être mariée à l'âge de 16 ans, sous l'autorisation des parents. Alors que le Gabon a ratifié la convention relative aux droits de l'enfant,
qui dit qu'on est enfant jusqu'à 18 ans. Donc, autoriser le mariage à 16 ans, c'est autoriser le mariage d'un enfant, d'un mineur, et donc c'est un détournement de mineur. Et nous avons des contradictions comme ça. Si on prend par exemple le cas de l'adultère, un adultère chez une femme peut être prouvé à partir de photos. Mais pour qu'une femme accuse son mari d'adultère, il faut qu'elle le prenne par constat d'huissier en flagrant délit. Et sur le lit conjugal. C'est même pas dans un hôtel. Non. Il faut qu'elle trouve le mari en flagrant délit sur le lit conjugal et qu'elle le fasse constater par un huissier. Donc elle va leur dire, attendez-moi, je vais chercher l'huissier, on arrive. Bon, ça c'est pour faire rire un tout petit peu, mais voilà, juste pour dire que depuis longtemps, le Gabon travaille la façade. Soit on n'envoie pas les chiffres, soit on envoie des faux chiffres. Pourquoi? Parce que le peuple est une véritable abstraction. Parce qu'en fait, le peuple, il ne s'en soucie pas. Le peuple, il s'en fiche éperdument. Ils sont là pour eux. Ils sont là pour se pavaner. Et je pense que la révolution que nous connaissons actuellement au Gabon, c'est que nous avons choisi de leur rappeler qu'il y a un peuple. Nous avons fait le choix de leur rappeler qu'il y a un peuple. Nous ne pouvons pas avoir des institutions démocratiques fiables si le peuple ne reprend pas toute sa place. Ce ne sera pas possible. Dans mon livre, j'ai écrit, lorsqu'on est conscient que l'on vit dans un pays démocratique, que le pouvoir vient du consentement des gouvernés, on ne saurait être ni exclusif, ni aveugle, ni même sourd à l'égard de ces derniers. Mais si on a le sentiment qu'il suffit de le désirer pour rester au pouvoir, indépendamment de ce que pense et veut le peuple, on peut faire preuve d'arrogance, de suffisance et d'entêtement. Un juge américain disait, c'est la certitude de la sanction qui dissuade du crime. Si ceux qui ont le pouvoir dans le pays n'ont pas la certitude que le peuple peut les sanctionner en le leur retirant simplement, pourquoi vont-ils se battre pour le satisfaire vraiment? Au Gabon, l'alternance au pouvoir devient inéluctable pour la survie du pays. Certains militants du Parti démocratique gabonais, notamment ceux que j'ai côtoyés, se comportent comme si ce parti sera au pouvoir au Gabon ad vitam aeternam. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour eux, le Parti démocratique gabonais gagne les élections de facto. En fait, pas qu'ils ne les gagnent pas. Qu'ils aillent en campagne, qu'ils n'aillent pas en campagne, qu'ils fassent des efforts, qu'ils n'en fassent pas, leur parti est déclaré vainqueur de toute forme d'élection. Législative, locale, présidentielle. Donc, quel est l'intérêt du peuple là-dedans? Le peuple, on s'en fiche. Le peuple n'existe pas. Donc, on va développer tout un système qui est basé sur le clientélisme. Donc, les quelques-uns qui vont venir faire la courbette, qui vont chanter les éloges, qui vont crier « Oyez plus haut que les autres », vont essayer d'exister, mais la grande majorité du peuple n'existe pas. Nous n'existons pas pour eux. Il n'y a qu'à voir certaines manifestations qui sont organisées. On a vu depuis, nous les résistants, nous marchons à Paris depuis 7 semaines maintenant. Qu'est-ce que le PDG a fait? Les supporters d'Ali, ils ont voulu organiser une marche. Mais si les Gabonais ne répondent pas présents, qu'est-ce que les Gabonais représentent pour eux? Ils payent des étrangers qui viennent marcher. Et même mercenaires. Ils prennent des mercenaires. Le samedi qui a suivi leur marche, parce qu'ils avaient marché un dimanche, nous on marche le samedi. Lorsque nous sommes arrivés sur le Trocadéro, il y a des jeunes, tous les petits vendeurs à la sauvette, ils sont venus nous voir. Moi j'étais là. Ils m'ont dit, madame, c'est le Gabon? On a dit oui. Il n'y a pas d'argent aujourd'hui? Ah bon? Il n'y a pas 50 € la semaine dernière, il y avait. Ah bon? Avec le drapeau à l'envers. Et donc, quand on parle de la définition de la démocratie, c'est la première chose que je voulais nous faire remarquer, qu'il n'y a pas de démocratie si on ne donne pas au peuple toute sa place. Si on ne fait pas les choses parce qu'on réalise qu'il y a un peuple à satisfaire, que le pays ne nous appartient pas, qu'on n'est pas là que pour nous-mêmes.
Et c'est pour cela que sur la couverture de ce livre, on a fait cette image où on voit un Gabon à moitié. Et dans ce Gabon à moitié, on voit un visage à moitié. Parce que le Gabon n'est pas ce qu'il devrait être. Et dans ce Gabon, les Gabonais ne sont pas ce qu'ils devraient être non plus. Et il y a un cadenas sur un œil. Parce que ceux qui gouvernent, de par leur malgouvernance, ils ont cadenassé l'avenir des Gabonais. On ne peut pas penser à un avenir si on n'a pas la capacité de rêver. Et le premier rêve que l'on doit avoir, c'est au moins de pouvoir vivre l'alternance démocratique dans son pays. Parce que si aujourd'hui les choses vont mal, ce qui nous permet de tenir, c'est parce qu'on a un espoir que demain ça ira mieux. Donc cet espoir, ce rêve d'un lendemain meilleur nous permet d'être forts aujourd'hui. Mais si on nous enlève ce rêve que demain ça ira mieux, et qu'on se retrouve dans le « on va encore faire comment ?» Nous n'avons donc plus d'avenir. Nous n'avons plus d'avenir. Nous n'avons plus aucun espoir. Et c'est pour cela que je me réjouis de ce que le docteur Madiala a partagé, et c'est la dernière chose sur laquelle je vais m'arrêter. Pour que les choses puissent changer, il faut que nous puissions nous engager. Il faut que notre engagement soit plus fort que ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est pour cela que dans ce livre, je parle de placer les populations et les valeurs au cœur de l'action politique. Parce que ce sont les deux choses qui nous ont fait défaut. Et ils n'ont pas mis la population là où elle doit être. Et on a complètement mis toute forme de valeur de côté. Aujourd'hui au Gabon, on assiste à une déperdition des valeurs sans nom. Ce n'est pas possible. Je me demande dans quel pays vivent nos enfants. Quand on voit des pères, des mères de famille, parce qu'ils sont membres du gouvernement, pratiquer le mensonge, ça veut dire que le mensonge est devenu quasiment leur seconde nature. C'est devenu leur seconde nature. Ils mentent de façon effrontée et hontée à la face du monde. Ça pose un problème. Quel pays on va construire avec ce genre de personnes? Tout est bâti sur le vol, tout est bâti sur le mensonge, tout est bâti sur le faux. Ali Bongo va mettre plus d'argent dans la communication, ça veut dire qu'il va donner 300 millions à Jeune Afrique tous les mois pour que Jeune Afrique lui fabrique une image, alors qu'il lui suffisait avec ces 300 millions de nous construire vraiment des écoles. Et il n'aurait pas besoin de faire semblant. Parce que le peuple gabonais n'est pas une abstraction. Comme le dit Jean-Luc Mélenchon, le peuple n'est pas une abstraction, le peuple est un acteur concret qui a des aspirations légitimes. Le peuple gabonais a des aspirations légitimes comme tous les peuples. Les mêmes aspirations qui ont mené à la Révolution française. Le peuple français le peuple gabonais veut être nourri correctement, logé correctement, soigné correctement, vivre dans un environnement sain. Est-ce que vous imaginez que dans nos écoles au Gabon, pour parler de l'école, que je connais un peu, est-ce que vous savez que nos enfants n'ont même pas de sanitaire dans les écoles? De la maternelle à l'université, il n'y a pas de toilettes décentes. Je ne parle même pas encore des salles de classe, parce que tout ça, c'est pas possible. En 2016, je considère que dans ce contexte, c'est faire injure aux Gabonais que de vouloir faire croire aux Gabonais qu'ils ont revoté ces gens-là. C'est nous traiter c'est nous prendre pour des malades. Et ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est que nous nous sommes levés. Et nous leur avons dit que si pendant longtemps vous nous avez appelés les chiens, parce que toutes les grèves qui ont eu lieu au Gabon, les grévistes n'ont jamais eu raison. Vous vous plaignez parce qu'il n'y a pas assez de salles de classe, on vous coupe les salaires. Vous vous plaignez parce qu'à l'hôpital, il n'y a pas les hôpitaux, on vous coupe les salaires. Vous vous plaignez et à chaque fois, les crises n'ont jamais été résolues. Les enseignants se plaignent, on achète les leaders syndicaux. À l'université, on achète les leaders syndicaux, la grève s'arrête. On a passé le temps à colmater comme ça, mais on n'a jamais réglé les problèmes dans le fond. Tout était toujours dans la superficialité parce qu'il faut faire genre. Parce qu'il fallait donner une image.
Mais à un moment donné, ça ne tient plus. Aujourd'hui, au Gabon, tous les indicateurs sociaux sont au rouge. Tous. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer ce que le Gabon sera. En 2016, nous avons le système éducatif qui a le rendement le plus faible au monde. Je ne parle pas de l'Afrique. Quand vous lisez le rapport de la Banque mondiale sur la croissance et l'emploi au Gabon de 2013, il est écrit ceci, je cite, « Le taux de redoublement au Gabon est le double de la moyenne africaine et il est le plus élevé au monde pour tous les pays pour lesquels cette statistique existe. » Nous avons un taux de redoublement de 40% en moyenne. Et là, les 40%, c'est parce qu'on prend la moyenne nationale. Parce que vous savez que dans les villages, on a moins d'enfants que dans les villes. Donc, si on le considère uniquement dans les villes, c'est grave. D'après l'enquête démographique et de santé de 2012, réalisée sous Ali, sur 100 filles qui rentrent au CP, seules 10 atteignent ou achèvent les études supérieures. Chez les garçons, c'est 16. Achève ou atteigne. Et on connaît les statistiques. Quand on dit achève ou atteigne, c'était pour gonfler le nombre, en fait. Là, parce que là, on a mélangé deux données. Mais si on désagrège et qu'on regarde ceux qui atteignent et ceux qui achèvent, on va tomber à moins de 10. Mais nous sommes dans le siècle de la connaissance. Nous sommes dans le siècle de l'intelligence. Là où les autres importent les cerveaux. Là où aujourd'hui, les gens construisent des villes entières uniquement sur le savoir. C'est là que nous sommes à la traîne dans l'éducation. Pas parce que nous ne sommes pas intelligents, mais parce que nous avons un système qui nous gouverne mal depuis tant d'années. Nous qui sommes là, je reprends la question du professeur. De quel moule sera fait le Gabonais de demain? Dans quel moule a été fait le Gabonais d'aujourd'hui? Et je me réjouis de ce que nous n'avons cessé de leur dire. Que si par le passé ils nous ont appelés les chiens, maintenant nous sommes les panthères. Mais nos panthères doivent aller au-delà de chanter commando tous les samedis. Nous devons aller au-delà d'Ali dégage. Nous devons aller au-delà de la mobilisation épidermique émotionnelle. Il est temps, nous sommes des cerveaux. Une révolution se construit. Une révolution, on y réfléchit. Une révolution, on y travaille. Parce qu'on sème des graines que l'on va récolter peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais on sait que dans 10, 15 ans, voilà le chemin que nous avons tracé et sur lequel nous plaçons notre pays. Et c'est là que nous devons nous engager. Chacun pour sa part. Cessez d'attendre que le changement viendra de l'autre. Cessez d'attendre que le changement viendra d'Ali. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous disons, oui, nous voulons que la communauté internationale nous aide. Mais je veux rappeler cette phrase de Grégory Ngouamilsa. Personne ne fera le Gabon à notre place. Et nous devons croire que nous sommes suffisamment forts, que nous sommes suffisamment intelligents pour renverser ce système et construire un autre Gabon. Nous devons le croire de toutes nos tripes. Ça doit venir de l'intérieur de nous. Nous devons y penser, chacun pour sa part, et se dire, moi je suis capable de renverser ce système. Mais comment je peux le renverser? Qu'est-ce que je peux faire pour le renverser? Moi, à mon niveau, avec ceux qui sont autour de moi. Vous savez, lorsque Rosa Parks a décidé de s'asseoir dans le bus, elle avait pris la résolution de lutter contre un système. Et elle avait pris cette résolution seule. Elle n'a pas consulté quelqu'un. Aujourd'hui, les gens connaissent Martin Luther King. Mais le combat est venu d'une petite femme qui a dit, moi je vais rester assise dans le bus parce que je suis fatiguée de la ségrégation.
Et elle a dit, je vais les affronter. Quand elle a dit, je suis fatiguée, ce n'était pas je suis fatiguée du travail, parce qu'elle revenait du travail et elle savait très bien qu'on allait la faire descendre et qu'elle allait faire le reste du trajet à pied. Mais elle avait décidé d'entrer en résistance. Et la résistance de cette petite femme a créé le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis que nous avons connu, que Martin Luther King a conduit. Chacun de nous doit être Rosa Parks quelque part. Chacun de nous doit voir à quel niveau il peut commencer sa révolution. Chacun de nous doit voir à quel niveau il peut s'inscrire. Parce que nous avons l'avenir de notre pays entre les mains. Nous avons l'avenir de l'Afrique entre les mains. Et si nous nous levons et nous commençons et nous continuons, parce que certains ont déjà commencé à réfléchir, je vous assure que nous aurons des idées lumineuses. Nous aurons des idées qui vont nous permettre de remettre notre pays sur les rails. Rien n'est jamais perdu. Chaque combat révèle ses héros. Chaque combat a ses généraux. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes peut-être le général d'un combat qui n'a pas encore commencé, mais que vous allez enclencher. Parce que vous allez y penser. Parce que vous allez y réfléchir. Et c'est ce que je voulais nous dire en tant que résistants. Allons au-delà de la résistance épidermique. Allons au-delà des champs. Nous avons un pays à construire. Et ce pays, nous pouvons le construire en mettant en place des associations fortes. Est-ce que vous savez qu'ici en France, le ministère de la Coopération met à disposition pour des associations issues de l'immigration qui travaillent dans la solidarité internationale des budgets, des fonds entre 15 000 et 220 000 euros pour mener des projets dans leur pays d'origine? Ces associations sont regroupées dans une plateforme qui s'appelle le Forum. Et dans le Forum, elles sont regroupées par association, par plateforme pays. Et dans le Forum, il n'y a pas une plateforme d'association gabonaise. C'est vrai qu'il faut d'abord, on doit changer les choses au pays, certes. Mais nous pouvons nous organiser. Moi, j'ai vu des femmes du Congo-Brazzaville, du Cameroun, qui chaque année ont ces subventions-là de 50 000 euros par an pour leur association, 100 000 euros par an. Elles construisent des dispensaires dans leur pays. Elles équipent des écoles. Parce que qu'on le veuille ou pas, les caisses de l'État gabonais sont vides. Le pays est surendetté. Nous n'aurons pas l'État-providence. Pendant un temps, moi je vois les gens qui se bousculent au portillon. Les ministres de demain, au Gabon, s'ils veulent changer les choses, ils devront renoncer au 4x4 de 100 millions. S'ils veulent changer les choses, ils devront accepter de ne plus voyager en business, en first class. Parce qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Parce que l'une des choses qui a ruiné notre pays, c'est ce train de vie de l'État qui est exorbitant au détriment même de l'investissement dans le pays. Nous devrons tous aller au sacrifice. On doit aller au sacrifice. C'est l'engagement de chacun de nous. Parmi vous, il y a certainement de grands politiciens qui s'ignorent. Parce qu'on nous a appris à fuir la politique. Mais la politique, c'est la gestion de la chose publique. Si vous avez en vous des valeurs et que vous fuyez, pourquoi vous allez vous étonner si vous laissez le pays entre les mains de ceux qui n'ont pas de valeurs? Il faut aujourd'hui une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui s'engagent pour prendre en main nos pays. Des hommes et des femmes qui ont des valeurs. Pas simplement qui les prônent, mais qui les incarnent, qui les vivent au quotidien. Des hommes et des femmes qui respirent Gabon d'abord. Voilà ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et je crois que ces hommes et ces femmes sont dans cette salle. Amen. Nous sommes là ce soir. Si nous sommes là, c'est parce que le Gabon nous intéresse. Alors s'il vous plaît, je nous invite, chacun pour sa part, à vraiment aller au-delà de ce que nous faisons maintenant. Nous vivons une belle aventure. Nous sommes dans un moment magnifique. S'il y a une chose qu'Ali Bongo a réussi à faire, c'est de nous rassembler. C'est de nous fédérer. C'est de nous réunir. Dans ce combat, j'ai découvert des Gabonais talentueux. J'ai découvert des Gabonais mais compétents. Des compétences qu'on ne soupçonnait même pas. Quand j'ai découvert Maïs Mouissi, je me suis dit, mais mince, c'est pas possible. Toutes les semaines, je vais sur le blog de Maïs pour voir qu'est-ce qu'il a encore sorti. Vraiment. Nous sommes compétents, nous sommes intelligents. Si nous nous fédérons véritablement, nous allons vaincre la médiocrité et nous allons faire en sorte
qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'or. Merci.